Bienvenue dans Curieux par nature, le balado qui répond à vos questions sur les sciences naturelles. Moi, je m'appelle Clémentine, je suis vulgarisatrice scientifique à la Maison Léon Provencher et je suis pas toute seule. Je suis avec deux amis de la Maison Léon Provencher. On a déjà, ici, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Pascal. Je suis coordonnateur à l'éducation à la Maison Provencher. Donc, je m'occupe beaucoup des activités dans les écoles, dans le fond, de vulgarisation des sciences. C'est ça, dans les écoles. Puis on a de la chance aujourd'hui d'être accompagné par un entomologiste. Pareil, je te laisse te présenter aussi. Merci beaucoup. Donc, bonjour, moi c'est Jean-Philippe Légaré. Je suis entomologiste au ministère de l'Agriculture du Québec. Et c'est ça, je travaille dans un laboratoire qui est spécialisé dans l'identification des ravageurs agricoles, incluant les espèces exotiques et autres. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Plaisir partagé. Merci beaucoup d'être avec nous parce que je suis sûre qu'on va apprendre vraiment plein de choses sur notre sujet aujourd'hui. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est les insectes. Le monde fascinant des insectes, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose sur les insectes. On en jasait justement tantôt. C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Puis nous, on a tendance à entendre, en tout cas dans les écoles, quand on fait des animations, le mot vraiment... C'est un mot valise un peu, des fois, insecte. Insectes, ça regroupe les araignées, ça regroupe les mille-pattes, ça regroupe tout ça. On va voir que c'est pas vraiment le cas. Et ce balado, en fait, il est destiné aux enfants, mais aussi aux enseignants et aux parents qui souhaitent vraiment s'informer sur le sujet. Et on espère en tout cas que ça va vous plaire. Donc, je vous propose qu'on commence. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. C'est parfait. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ce que c'est un insecte, au moins qu'on soit clair dès le début, qu'est-ce que c'est un insecte? Il y a plusieurs caractéristiques qui font qu'un organisme est un insecte, mais il y en a trois en particulier qui sont vraiment, je dirais, communs à tous les insectes. C'est probablement le corps divisé en trois parties, qui est la tête, thorax, abdomen. Puis après ça, il y a le classique, c'est les 6 pattes, donc 3 paires de pattes, qui est comme un peu ce que tout le monde un peu connaît de plus des insectes. Puis ensuite de ça, il y a aussi la présence de 2 paires d'ailes, qui ça est un petit peu plus, controversé, parce que les paires d'ailes sont souvent modifiées. Il y a des insectes qui en ont pas deux, ou qu'il y en a des hypertrophiés, d'autres qui sont complètement modifiés en d'autres structures. Donc, c'est pas mal les trois trucs qui font qu'un organisme est un insecte. Puis après ça, on peut rajouter l'exosquelette, qui est un squelette extérieur. Donc, le corps de l'insecte est mou à l'intérieur, puis c'est vraiment le squelette, la carapace qui fait qu'un insecte a un squelette. Puis sinon, il y a les antennes qu'on voit souvent, mais qui sont des critères qu'on peut retrouver, par exemple, chez d'autres arthropodes. Là, si on pense à un homard, par exemple, Bien il sûr. y a aussi ces critères-là. Donc, c'est pas mal les critères qui font qu'un insecte est un insecte. Tu as parlé tantôt du mot arthropode. Les arthropodes, est-ce que c'est un super groupe où on trouve plein de choses différentes? Ça situe où, en fait, les insectes dans les arthropodes? Oui, les arthropodes, ça englobe vraiment plein c'est ça, d'organismes qui sont... on peut penser aux crustacés, Les crabes, par exemple. les crabes, exactement, les homards, les crevettes, tout ça. Le petit cloporte aussi. Ah oui, qu'on c'est oublie vrai, souvent, le petit qu'on peut cloporte. retrouver à la maison. C'est ça. Puis c'est un des seuls crustacés terrestres, il me semble aussi, ouais, bien sûr. Exact. Donc, c'est vraiment un grand groupe, les arthropodes, qui vont penser aussi aux araignées, des choses comme ça. Les Donc, scorpions, j'imagine aussi. les scorpions, exactement. Donc, c'est vraiment très, très diversifié. Puis après ça, si on ramifie un petit peu plus précis, on retrouve dans les arthropodes le groupe des insectes, qui est le groupe Insecta, qui, lui, va regrouper tous les organismes dont on a parlé, qui avaient les critères. Puis ça, c'est vraiment un groupe qui est super diversifié. Quand on pense à la diversité là, du monde animal, ça représente pratiquement la grande majorité du monde animal. Sont représentés, toutes les espèces sont représentées par les insectes. Là. Donc, je pense que c'est au-dessus de 80% du monde animal, de tous les animaux qu'on connaît sur Terre qui sont des insectes. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est ça. Après ça, on peut descendre. Là, tous les insectes, après ça, se divisent en différents groupes, en différents... en famille, en ordre, en famille, en genre, en espèces. Wow. Donc, c'est vraiment... je pense que actuellement, il y a plus d'1 million d'espèces d'insectes qui sont décrites. Mais on évalue qu'il pourrait y avoir plusieurs millions qui sont encore juste inconnus. On les a pas encore découverts. C'est pas découvert, ouais. Non, c'est ça. C'est quand même... c'est un groupe... C'est un peu ce qui fait que les insectes sont fascinants ou intéressants parce que c'est tellement diversifié puis il y a tellement de trucs à apprendre sur les insectes. Totalement.
C'est pour ça qu'on fait ce sujet-là, d'ailleurs, parce que c'est tellement intéressant. Puis j'avais lu, moi, dans une étude, qu'il y avait environ 1,4 million de fourmis par être humain sur Terre. C'est quand même assez fou, là, de se dire que pour chaque humain, donc pour toi, pour moi, puis pour Pascal, on a chacun 1,4 million de fourmis. Donc, puis la biomasse totale, donc le poids total de tous ces insectes-là, c'est plus que n'importe quel animal sur Terre, enfin tous les autres animaux sur Terre. Donc, c'est quand même assez effrayant, je trouve, hein, tout ce mot. Donc, ça veut dire qu'en fait, sous nos pieds, on en a quand même vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a des insectes qu'on voit pas forcément Est-ce qu'il y a des insectes, justement, qu'on voit beaucoup plus que d'autres? En fait, quand on parle aux gens des insectes, ce qui vient en tête, c'est les abeilles, les guêpes, des choses comme ça, les trucs qu'on voit souvent. Mais les insectes, c'est tellement... Il y en a plein qui sont microscopiques, qui sont vraiment petits. On pense à tous les décomposeurs qui sont dans le sol. Donc, dans une poignée de terre, c'est assez impressionnant la quantité d'insectes qu'il peut y avoir. Donc, je dirais que la plupart des insectes, la grande majorité des insectes sont des trucs qu'on voit pratiquement jamais ou qui sont invisibles pour les personnes, à moins qu'on les cherche qu'on veuille vraiment en trouver. Mais sinon, les insectes qu'on voit dans une maison ou à l'extérieur, c'est une infime partie de ce qu'on peut trouver comme insecte là, juste dans un environnement assez petit. Par exemple, une cour à l'arrière de la maison, si on se met à chercher des insectes, il y en a pratiquement partout. C'est ça, bien sûr. C'est fou parce que quand on fait des collections d'insectes à la Maison Provencher avec les jeunes, puis c'est impressionnant la quantité d'espèces différentes qu'on peut trouver dans une période de chasse de 45 minutes avec des enfants. Puis on trouve une multitude d'espèces dans un petit terrain souvent urbain en plus. Donc, c'est ça qui est aussi impressionnant, là, c'est de se dire que tous les insectes, ils se ressemblent vraiment pas, en fait. Enfin, on a parlé tantôt de familles. J'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus. Comment ça s'appelle, en fait, les familles d'insectes? Est-ce que c'est un nom en particulier? Je suis pas sûr de comprendre la question. En fait, toutes les familles ont un nom, puis dans le fond, je pense qu'il y a une trentaine d'ordres d'insectes qui sont des grands groupes. Donc, c'est des grands groupes où il y a plusieurs familles à l'intérieur, c'est ça? Exact. Donc, les ordres, il y en a une trentaine. Puis on peut penser que les plus connus seraient les lépidoptères, qui sont les papillons. Donc, ça, c'est un ordre qui est assez connu des gens, les coléoptères, ou ce que les gens appellent souvent les scarabées, ce qui est pas tout à fait véridique. Mais, donc, c'est ça, les scarabées, les papillons, tout ça, c'est des ordres. Les hyménoptères, les guêpes, les fourmis, c'est des grands groupes. Puis à l'intérieur de ces grands groupes-là, ça se divise en familles ces divisions-là se font principalement par des critères qui sont morphologiques, donc des distinctions entre, ça peut être la façon que les antennes sont faites, donc la façon que les ailes sont faites, est-ce que le comportement aussi, les papillons de nuit, par exemple, versus les papillons diurnes. Tous ces critères-là font qu'on va diviser les insectes en plusieurs groupes. Puis des groupes, il y en a... je dirais pas à l'infini, il y en a vraiment beaucoup. Puis ce qui est un peu tannant, c'est qu'avec l'avènement de la biologie moléculaire puis la génétique, tous ces groupes-là sont revus constamment parce qu'ils se rendent compte que deux insectes qu'ils avaient mis dans la même famille ou dans le même genre, finalement, ils n'ont pas évolué de la même façon, ils ne viennent pas du même ancêtre commun, puis finalement, ça fait que c'est toujours en constante évolution, ce qui fait aussi que c'est intéressant, ça nous tient un peu sur le qui-vive. On a intérêt à être informé sur la situation. Je me rappelle d'ailleurs quand je faisais mes études, là, on avait appris que les blattes, c'était dans le même groupe que les menthes religieuses et les termites. Puis en fait, il s'est avéré que c'est pas du tout le cas, que ça a vraiment changé maintenant. Et d'ailleurs, on parlait tantôt là, des groupes qui étaient vraiment communs. On parlait des lépidoptères. Est-ce que, Pascal, peut-être tu pourrais nous dire les caractéristiques des lépidoptères? Si on reprend le mot comme tel, lépidoptère, ça voudrait dire « elle avec des écailles ». Fait que pour les enfants qui nous écoutent, qui ont déjà touché un papillon, peut-être déjà eu une petite poudre sur les doigts, c'est ces écailles-là qui se défont, dans le fond, qui vont sur nos doigts. Donc, lépidoptère, ça c'est elle avec des écailles. C'est tout ce qui est papillon, autant de jour que de nuit. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà pris une aile de papillon, puis ça fait comme une petite poudre. En fait, c'est les écailles qu'on enlève, c'est ça? Oui, puis ce qui est intéressant sur cette petite poudre-là, c'est qu'en fait, la coloration d'un papillon, c'est pas un pigment, c'est vraiment le reflet, la façon que ces écailles-là sont faites, reflètent la lumière. Donc, c'est vraiment les écailles qui amènent une coloration par rapport à la façon que la lumière est reflétée. Ce qu'on appelle l'iridescence? Peut-être, mais là... Okay, c'est bon.
On en parle souvent en entomologie Ouais. des iridescents, Ouais. mais ça dépend vraiment des groupes. Puis Ok. même à l'intérieur d'un groupe, il y en a certains qui sont Cette iridescents. espèce de reflet métallique, Exact. là, un peu. là. Ouais. C'est plus chez les scarabées, les coléoptères, en fait. Ouais, c'est coléoptère, ça, c'est commun. Ouais. Les papillons, je sais pas, je sais même pas le nom. Ben, le morpho bleu, des fois, Mhm. le Ouais, miel c'est ça. sert Ouais, c'est comme ça, ça. ouais. Peut-être, j'aurais pensé qu'on appelait ça l'iridescence aussi, mais ça se peut que non aussi. Puis c'est vraiment intéressant quand on regarde au binoculaire les écailles. là, C'est Ouais. vraiment comme des Oui. écailles de poissons qui Oui, sont. oui. C'est vraiment c'est impressionnant. Donc c'est de là en fait que tient le nom lépidoptère. En Lépidoptère. fait, c'est vraiment le fait qu'il y ait des écailles en fait sur les ailes. Je remarque d'ailleurs que dans plusieurs ordres d'insectes, on utilise des racines comme ça de mots. C'est quoi comme langue en fait dans ces racines de mots qu'on entend? Ce qu'on dit, lépido, ça veut dire écaille. On dit entomo, ça veut dire insecte, mais ça vient de quelle langue en C'est fait? dérivé du latin. Ah, du latin. Du Ok. latin, voilà. Puis dans pas mal, presque tous les ordres d'insectes finissent par ptère, Ouais. qui veut dire aile. Ok. Donc, lépido-écaille, aile avec des écailles. Coléoptère, c'est, si je me souviens, aile en bouclier. Ouais, choses c'est comme ça. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on nomme les ordres. Et l'ordre le plus connu d'insectes, l'ordre où il y a le plus d'insectes à l'intérieur, c'est lequel? Deux aspects. Le plus connu, je dirais, c'est les papillons. Ok. Et celui qui a le plus de membres à l'intérieur, c'est vraiment les coléoptères. Ok. Donc, qui sont les insectes qu'on voit avec des boucliers. Donc, Ok. on peut inclure les coccinelles, Ouais. les scarabées, les hannetons qu'on voit souvent voler sur les Oui. lumières. Qui se prennent dans les, Ouais, dans les c'est ça. porte-fenêtres, On ça sait pas arrive. trop ce qu'ils font, là, puis ils font juste tourner autour d'une lumière. Donc, c'est ça. Le groupe des coléoptères, c'est vraiment un des plus gros groupes. Je pense qu'il y a au-dessus de 400 000 espèces uniquement de coléoptères D'accord. qui sont Quand décrites même. et encore beaucoup qui sont pas décrites, qui sont juste inconnues dans le monde. Donc, c'est vraiment Est-ce que combien d'ordres à peu près? une trentaine Une environ. trentaine. Puis je Ouais. pense que c'est 5 ordres qui représentent 80% des espèces Ouais, d'insectes exact. qu'on a. Là. Donc finalement, en fait, il y a peut-être des ordres qu'on n'a même pas découverts. En fait, peut-être que ça existe et que au fin fond d'un boisé, il y a un ordre qu'on n'a toujours pas découvert. Ben, ça serait très probable. Ou encore qu'il y aurait un ordre qui finalement, ils mettaient des insectes Oui, c'est ça. qui appartiennent pas au même ordre et qui vont diviser ça un jour grâce à la technologie, tout ça. Mais oui, il y a Ouais. fortes chances qu'on n'ait pas découvert. Et c'est fou. Mm. C'est là qu'on voit que la science évolue quand même vraiment, que les biologistes ont un intérêt quand même à être assez au courant de ce qui se passe. Mhm. Puis, on parlait justement toujours du fait qu'on n'a pas découvert tous les insectes, mais où est-ce qu'on trouve le plus d'insectes sur Terre? Dans les milieux terrestres, là, Ok. je dirais les forêts, c'est assez connu, les forêts, par exemple, Tropicales, les forêts ouais. tropicales en Amazonie, tout Ok. ça. Tu sais, je me rappelle pas exactement les chiffres, mais tu sais, c'était assez impressionnant, justement, le nombre de coléoptères qu'ils avaient trouvé sur un seul arbre Ouais, au Brésil. Je pense que c'était comme des milliers d'espèces sur un seul arbre. Donc, c'est ça, les forêts tropicales, c'est quand même un milieu où la diversité forcément. a comme évolué de façon un peu plus... je dirais un peu plus Ouais, importante c'est ça. là, qu'ailleurs. Donc, c'est ça, les milieux terrestres. Puis, un fait intéressant, moi, que je trouve par rapport aux insectes, c'est qu'ils ont colonisé à peu près tous les milieux, sauf les milieux marins, qui est quand même, qui me fascine, puis que je comprends pas trop pourquoi que les milieux marins ont jamais été colonisés par les insectes, ce qui est Ouais. probablement une adaptation physiologique pour le sel ou quelque chose comme Mais ça. c'est ça, pas probablement. pas, mais- Parce qu'en eau douce, on a plein de larves d'insectes. Il y en a Puis qui même disent, mais des je- insectes, on sait. les réduits, par exemple. Ouais. Là, tout ce qui est, c'est ça, les larves, les odonates, donc les libellules, tout ça, c'est vrai qu'on en trouve vraiment beaucoup. Mais après, j'ai envie de dire aussi, ils sont quand même remplacés par leurs copains arthropodes, donc Ouais, les exact. homards, Mhm. les écrevisses, les crabes aussi, on peut en trouver quand même beaucoup dans ces milieux-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi, il y a peut-être trop de compétition, ils se feraient peut-être trop rapidement manger s'ils étaient en ce milieu-là, ou peut-être comme tu le disais, ils n'ont pas l'adaptation suffisante pour Mhm. le sel. Ou peut-être que c'est juste évolutivement parlant Ouais. que les arthropodes, certains ont Ouais. sorti de l'eau, Ouais. voilà, je sais pas combien de millions d'années, puis après ça, sont tellement différenciés qu'on les considère plus comme Ah, peut-être. les oui, c'est mêmes vrai. groupes que les arthropodes qui se retrouvent dans les milieux marins. Puis peut-être aussi, c'est ça, qu'il y avait comme un ancêtre commun, puis cet ancêtre commun, il a donné les insectes, mais il a donné aussi le reste. Mhm. Et justement, ils n'ont pas survécu dans les océans, tout ça. Ils se sont peut-être dit, bon, finalement, on va peut-être coloniser les autres milieux. On Plus est sûr, intéressant ailleurs. Ouais, c'est ça. Euh,
Puis j'avais aussi une autre question. Est-ce qu'il y a des milieux vraiment où, on en parlait tantôt, où on trouve pas du tout d'insectes, à part les océans? Pas vraiment. Ouais, non? Non, On les en trouve insectes ont vraiment, réussi à coloniser pas mal tous les habitats. Tu sais, je pense aux habitats aquatiques, on en a parlé, les déserts, même les habitats froids. Ça, les insectes sont quand même, malgré le fait que c'est des animaux à sang froid, donc leur température corporelle est régulée par la température extérieure, ils ont quand même réussi à coloniser des milieux que la plupart des animaux, même ceux qui contrôlent leur température, n'ont pas réussi à coloniser. C'est sûr que c'est aussi le plus vieux groupe d'animaux Ah au ouais, monde. ok. Donc, c'est eux qui ont évolué, c'est eux qui ont évolué le plus longtemps. Donc, probablement que ça leur a permis aussi, à travers le temps, de S'adapter. développer des mécanismes encore plus spécifiques pour résister à des conditions extrêmes, puis à coloniser des endroits qui sont pas colonisés par d'autres organismes. J'avais lu sur des criquets qui peuvent vivre dans les montagnes de Nouvelle-Zélande, complètement gelés, déshydrater leurs cellules pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cristaux de glace dans leurs organes, gelés à -10, puis après ça décongeler pour partir leur vie. C'est super impressionnant de les voir aller, là. Il y a un coléoptère au Québec là, qui est un ténébrionidé, une espèce de coléoptère qui est capable de survivre à des -60 degrés Wow. Celsius. Moins C'est quand- 60. Ouais. Puis, même pas des conditions qui sont rencontrées en nature tant Ben, que c'est ça, Ben non. bien Mais sûr. c'est ça, mais ils ont des protéines dans leur corps qui empêchent, comme des protéines anti-gel, comme on peut mettre dans une voiture pour pas Wow. que le système de la voiture Oui, c'est ça. gèle. Ah ouais? Ben, eux, ils ont développé ça, donc ils ont des protéines qui empêchent leurs cellules de former des cristaux de glace puis de geler. Parce que je sais avec le Morio, faisait une espèce Ok. un papillon qu'on a fait une espèce de diapose aussi. Mhm. Ça a passé l'hiver ici, puis à redécongeler par la suite, mais -60. Et -60, C'est- c'est plus froid qu'un congélateur, là. Beaucoup plus froid. Si le congélateur est à -60, Là, c'est quelque hyper chose. impressionnant Ouais. le fait que les insectes soient capables de s'adapter alors que c'est des tout petits animaux. Enfin, on pourrait se dire justement que les animaux les plus gros sont capables de s'adapter, mais en fait, finalement, est-ce que le fait qu'ils soient plus petits, ils sont plus capables de s'adapter facilement? Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Je pense pas que c'est la taille, Ok. mais probablement plus le fait qu'ils ont des cycles vitaux tellement rapides. Donc, tu sais, on va dire règle générale, un cycle d'un insecte, ça va être on va se dire, là, la plupart font ça à l'intérieur d'une année. Donc, de Ok. passer de l'œuf à l'adulte, puis recommencer le cycle. Donc, tu sais, quand on pense aux mécanismes d'évolution, puis de tout ça, ben, c'est sûr que plus tu te reproduis rapidement, ben, plus tu as de chances de t'adapter, qu'il y ait certains critères morphologiques ou des comportementaux qui soient sélectionnés à travers le temps. c'est imprévu. Puis, donc, c'est probablement plus ça que fait que... Puis, effectivement, c'est sûr que pour tout ce qui est température, tout ça, la grosseur d'un Joue quand même, individu, d'un animal, peu importe lequel, là, tu sais, c'est beaucoup plus dur pour de réguler une température. Oui, bien sûr. c'est ça. Quand t'es gros, t'as enfin, grand, là, en tout cas, t'as t'as une plus grande surface, en tout cas, que tu dois réchauffer. Et Mhm. donc, quand t'es plus petit, puis surtout quand t'as des ailes qui te protègent, puis que t'as, mettons, comme les coléoptères, des ailes coriaces, donc comme des boucliers qui te protègent encore plus, j'imagine que tu perds moins de chaleur et donc tu peux aussi faire un trou dans le sol pour comme... Est-ce que ça hiberne, les insectes? Je sais même pas Ben, si... oui, Ouais, tu si. sais, c'est sûr que leur taille leur permet de trouver des Ouais, c'est ça. microclimats. Mettons, on pense juste à l'hiver, on pense que tout est froid, mais en réalité, sous la neige, dans le sol, s'il y a un peu Ouais, d'activité, des d'activité de micro-organismes qui décomposent, mais la température va être peut-être à 5 degrés, Ouais, ce qui est amplement suffisant pour un organisme comme un insecte pour passer Ben, c'est l'hiver ça. pour Il survivre. fait sa petite vie, en fait, sous la Mhm, neige. tout à fait. Puis, c'est ça. Là, on a quand même vraiment parlé des insectes. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à répondre aux questions des enfants. J'avais une question d'un enfant qui me demande quel est le plus gros insecte du monde et le plus petit. Mhm. Question, est-ce qu'on parle plutôt d'insectes grands? Est-ce qu'on parle d'insectes gros, donc lourds? Est-ce que tu as peut-être une idée, toi de... Ben, le plus gros, il est quand même assez connu, là, c'est le scarabée Goliath, qui est quand même un gros scarabée Ok. qui vit dans les milieux tropicaux puis qui peut avoir un poids là, d'environ 100 grammes. Donc, ce qui est quand même tu sais, plus gros, plus pesant que beaucoup d'oiseaux, Ouais. des trucs comme ça. Donc, c'est quand même une bonne... Tu sais, quand on souris. le voit, peut-être je sais pas si on le voit, mais tu sais, il y en a... C'est pas cette espèce-là, mais c'est quand même un gros coléoptère. Ouais, C'est encore plus j'imagine. gros que ça. Puis
Quand on voit les spécimens, c'est dans une main, c'est vraiment impressionnant. Donc, ça, ce serait le plus gros. Le plus long, mais c'est un phasme qui a été découvert en Chine relativement récemment. Là. Les phasmes sont les insectes bâtons, là, qui font le fameux insecte bâton qu'on voit souvent. Mais lui, il faisait, je pense, au-dessus de 60 quelques centimètres. Ah, wow. Donc, quand on pense à ça, c'est quand même... Ça fait la taille d'un mon bras. bras. Ah, c'est ça, c'est un bras. c'est Donc. bon, Puis, Oh puis my ce qui est God. intéressant, là, c'est, je me rappelle pas exactement la date, mais ça a été découvert dans les années 2000. Ah oui. Fait que, tu sais, c'est quand même, tu sais, ça montre, tu sais, c'est un insecte, c'est un des plus longs, ben, c'est le plus long insecte connu à présent, vivant, Il vient à actuellement. peine d'être découvert. C'est ça, Oui, puis c'est tu sais, c'est nouveau, là. Fait que c'est quand même, moi, ça me fascine de voir qu'on découvre encore des grosses espèces comme ça aujourd'hui. Les plus petits, ça, c'est sûr que sont moins populaires. Ouais, on les voit moins aussi, là, c'est sûr. Mais ils sont tout autant intéressants, sinon plus, en fait. Là. Il y a une espèce de guêpes parasitoïdes qui sont des guêpes qui vont pondre dans Petites, les œufs d'un autre, là, un peu comme... les enfants n'ont peut-être pas vu le film Alien. Alien. Un jour, c'est ils peut-être verront, un ils peu pourront jeune, faire là. le lien. C'est un beau rapport à faire avec les insectes, ça. Mais c'est ça, cette guêpe-là va pondre à l'intérieur d'un œuf d'un autre insecte. Puis le mâle de cette espèce-là va mesurer, là, je pense que mon souvenir est bon, c'est 0,13 Wow. mm. Donc, ce qui est à peu près la largeur d'un cheveu, Ouais, le c'est diamètre ça. Ah oui, d'un d'accord. cheveu. J'allais essayer de trouver mon ongle en exemple, là, mais Non, mes c'est ongles sont vraiment- longs, là. C'est vraiment tout petit. Puis ce qui est intéressant, c'est que le mâle de cette espèce-là ne va jamais quitter l'œuf. D'accord. Donc, il va naître dans cet œuf-là, Ok. va se nourrir à l'intérieur, va faire des descendants avec ses sœurs, qui Ok. vont émerger Super. aussi dans le même œuf. Puis ses sœurs fécondées, les femelles, vont sortir de l'œuf, vont aller coloniser un autre œuf d'un autre. Mais le mâle, lui, va mourir. Donc, sa seule tâche, c'est d'émerger de son œuf, de s'accoupler avec ses sœurs et de mourir. Donc, lui, son cycle de vie, c'est ça. Fait qu'il verra jamais la lumière du jour. Dans beaucoup d'espèces d'insectes, c'est un peu ça, hein, où le mâle, finalement, il n'a pas une place très importante dans le cycle de vie, là. Non, mais c'est vrai. Oui, tu sais, non, c'est dans vrai. les, mettons, chez les fourmis, bah, on y reviendra dans un prochain balado, hein, sur les sociétés d'insectes. Mais c'est vrai que bah, les fourmis, le mâle meurt après l'accouplement. Chez les guêpes aussi, il me semble, les abeilles aussi, il vit pas très très longtemps. Et je voudrais aussi qu'on revienne un petit peu sur le phasme. Moi, je trouve ça quand même hallucinant qu'un phasme de 60 cm soit passé inaperçu jusqu'en 2001, sachant que l'entomologie, donc la discipline qui étudie les insectes, bah, c'est beaucoup plus vieux que ça, j'imagine. Mhm. Est-ce qu'on pourrait quand même parler des capacités de camouflage des insectes, je pense, qui sont quand même hyper impressionnantes. Et puis, je pense que ça a le mérite qu'on en parle un petit peu aussi. Je sais pas si t'as de quoi nous dire dessus, là. Ben oui, c'est quand même, chez les insectes, il y a plein de mécanismes, plein d'attitudes à se camoufler, que ce soit justement par avoir la forme d'un autre, soit d'un organe ou la forme d'un autre insecte, la forme d'une branche, dans ce cas-ci, mais il y a des insectes qui ont la forme d'une feuille, donc ils sont vraiment identiques à une feuille si on les voit sur une... Ben, en fait, on les voit pas. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est peut-être pour ça qu'il est passé inaperçu. C'était au fin fond dans le marbre. C'est ça. Oui, puis puis probablement aussi que cet insecte-là doit avoir une niche écologique qui est quand même assez rétrécie. Fait qu'il devait être dans un milieu isolé, que les gens n'allaient pas trop. Fait qu'il fallait que quelqu'un tombe par hasard sur ça. Mais sinon, il y a aussi plein d'autres mécanismes, juste le camouflage. Il y a plusieurs papillons, par exemple, que s'ils se posent sur un tronc d'arbre, ben, on les voit pratiquement pas. Donc, c'est ça, oui, il y a beaucoup de... J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête vite comme ça, mais il y a quand même beaucoup d'attitudes ou de mécanismes qui ont été développés pour se camoufler. Et j'avais l'exemple des membracidés, membracidés. C'est un ordre d'insectes ou une famille d'insectes, en tout cas. Puis elles ont comme des espèces d'escroissance au niveau de la tête, puis ça fait comme des parties d'arbres, tout ça. Elles sont capables vraiment de reproduire. Puis les papillons aussi, qui sont capables de faire fuir les prédateurs avec comme les images en fait qu'ils ont dessinées sur leurs ailes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Comment est-ce que comment c'est possible en fait?
Ben, tu sais, c'est tout le principe de l'évolution, en Ouais. fait, là, que probablement que petit à petit, une espèce de papillon, une petite mutation qui a fait que sur son aile, par exemple, elle a développé un petit point qui ressemblait peut-être potentiellement à un œil un œil d'oiseau ou un œil d'hibou, souvent qu'on voit ça chez certains insectes, certains papillons, on voit vraiment que ça fait comme deux yeux Fait que, probablement que les premiers individus qui ont eu cette mutation-là ou ce critère-là ont été favorisés dans l'évolution, ont été moins prédatés, puis petit à petit, ce critère-là précis a été sélectionné tout le temps d'une génération à l'autre pour en venir aujourd'hui avec des papillons qui ont des yeux que on dirait vraiment une face de hibou. C'est vraiment fou. Puis, Ou le c'est- vice-roi, là, qui a Mhm. pratiquement le même patron de couleur que Le le monarque, monarque. ouais. Donc, c'est ça, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, les insectes, ils se sont aussi adaptés, même s'ils ont ils ont quand même des cycles de vie qui sont très rapides. Ils arrivent quand même à s'adapter. J'imagine que c'est favorisé aussi par ce cycle de vie qui est quand même assez rapide. Oui. Et on avait aussi une autre question d'un enfant, parce que pendant le camp d'été, on a parlé des plus grands insectes qui avaient jamais existé sur Terre. Puis c'est en fait une libellule qui faisait, je pense, 80 cm. Alors le phasme à côté, c'est rien du tout. Mais comment ça se fait en fait maintenant qu'on ait des insectes qui soient beaucoup plus petits? Mhm. Ouais, c'est une bonne question. Puis en fait, c'est probablement que à ces périodes-là, il faisait plus chaud. Ouais. De base, la planète était plus chaude, donc ça leur permettait, ça supportait des insectes probablement qui avaient des besoins que ce soit énergétique en air ou tout ça, qui était plus... Puis je pense aussi que la composition de l'atmosphère à ce moment-là Était leur différente. permettait d'avoir une meilleure efficacité en termes de métabolisme, tout ça, ce qui lui permettait au final d'avoir des insectes plus gros. Puis aussi, dans ce temps-là, il y avait moins de prédateurs Oui. d'insectes. Donc, c'est sûr que d'être plus gros, c'était moins des avantages. C'est sûr qu'aujourd'hui, probablement qu'une libellule qui fait 80 cm, il y aurait peut-être des oiseaux de proie qui seraient intéressés Oui, c'est à sûr. manger ça. Là. Donc, Un petit faucon là. ouais, C'est mais parti. ça. Et j'avais lu, tu parlais de la composition de l'atmosphère. Il me semble qu'il y avait plus d'oxygène à l'époque, là. Donc forcément, les trous des insectes qui permettent de faire passer l'air, ils étaient en fait plus petits. Donc ça permettait en fait justement de faire passer tout autant d'oxygène qui permettait la vie. Et maintenant, comme il y a moins d'oxygène, forcément, ils sont plus petits parce que les trous ne permettent pas d'apporter suffisamment d'oxygène s'ils étaient vraiment, vraiment plus gros. Puis tout à l'heure, Pascal, tu Oui. m'as dit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as parlé d'un insecte qui était capable de vivre dans des milieux extrêmes. Oui. Et donc, ça rejoint la question qu'un enfant nous a posée. Existait-il un insecte capable de vivre dans les milieux extrêmes? Oui, j'ai parlé du froid extrême, mais on a un autre sorte d'orthoptère, c'est là-dedans qu'on rentre les criquets, les sauterelles, les grillons, tout ça, qui lui se rapproche plutôt du feu, qui vit tout près des volcans. Donc, tu sais, on a des milieux autant extrêmes dans le froid que dans le chaud. Fait que c'est assez impressionnant là, de savoir qu'ils vont dans tous les milieux, dans le fond. Moi, je voulais rebondir un peu sur les insectes les plus gros. Là. Ouais. Parce que souvent, on parle plus gros, puis on voit ça exotique. Moi, à la Maison Provencher, on travaille beaucoup avec les insectes. On aime ça. On en a même des insectes préférés. Ouais. Et moi, un de mes insectes préférés, c'est le létocère d'Amérique. C'est quand même une très grosse punaise d'eau qu'on a, qui peut faire presque 6 cm de long, qui mange des grenouilles à la limite. Quoi? Donc, oui, qui peut manger des grenouilles. On parlait des lianes tantôt, qui peut faire... c'est des insectes avec des rostres, des pics, qui vont piquer, qui vont injecter des espèces de sucre digestif, des acides, qui vont liquéfier la grenouille, qui vont la reboire pour se nourrir. Donc, pas parce qu'on est au Québec, dans un milieu plutôt nordique, qu'on n'a pas de gros insectes, on en a quelques-uns aussi. Fait que, oui. Puis, est-ce que tu aurais peut-être un autre exemple au Québec d'un gros insecte qu'on aurait qui parle peut-être à nos amis qui nous écoutent? Il y a le papillon, le Cecropia, le Saturnis cecropia, qui est comme le classique des gros papillons. C'est le plus gros papillon du Québec. Il a une envergure qui peut atteindre jusqu'à 50 cm. Wow! Pas 50 cm. Oui, si j'étais là, waouh, le gros papillon, On là. l'entend. C'est gros. Écoute. Quand il se prend dans ta vie, tu le vois. 15 cm, ça a plus de bon sens, mais quand C'est 15 quand même cm, qui est quand même bon. un gros papillon, puis qui est une espèce super belle. C'est un beau papillon, puis la larve est encore
à mon avis, encore la chenille est encore plus intéressante, puis plus avec des pics bleus, rouges, jaunes. C'est vraiment une chenille qui est vraiment intéressante. Donc, oui, c'est ça, il y a des papillons, puis il y a plusieurs autres papillons. Le Saturni luna, qui est un des préférés, parce qu'avec sa couleur vert pomme, puis ses longues queues sur ses ailes postérieures, c'est vraiment un beau papillon. C'est des trucs qu'on peut trouver quand même facilement au Québec, là, qui se trouvent, souvent, on va tomber par hasard dessus près d'un lampadaire ou des choses comme ça, sont attirés par la lumière. Donc, c'est ça, c'est quand même dans mes papillons préférés, je dirais, de la plupart de beaucoup de personnes, en fait. J'allais te demander justement, c'est quoi, toi, ton insecte préféré? Moi, j'aime beaucoup les longicornes. Ce sont des insectes qui se développent dans le bois. On voit souvent le longicorne noir. Là. Si on va un peu dans la forêt l'été et il fait chaud, c'est les longs insectes. Ben, les longs insectes, je suppose, d'à peu près peut-être 5-6 cm. Ouais, 5-6 cm, puis qui ont le longicorne vient oui. des antennes. Les antennes sont pratiquement aussi longues que le corps. Longicorne, Ouais, OK. exact. Puis c'est ça se développe à l'intérieur du bois. Donc, les adultes vont pondre sur les arbres. Les larves vont se développer à l'intérieur du bois pendant plusieurs années. Puis c'est ça, c'est quand même un insecte qui est attrayant, qui s'éloigne peut-être un petit peu plus des papillons qui sont plus communs. Puis il y a des espèces de longicornes qui sont super colorées au Québec, qui sont vraiment des insectes super intéressants que moi j'aime particulièrement. Je suis assez d'accord avec toi. Parce que moi, mon insecte préféré, il fait partie de ce groupe-là, pas des longicornes, mais des coléoptères. Moi, c'est la cicindelle. Je suis fan des cicindelles. Puis je pense qu'on a aussi quelqu'un qui était fan des cicindelles. Oui, ben, ça donne bien qu'on est de la maison Léon Provencher. C'est un insecte qui est très important pour Léon Provencher, qui a tout le temps eu une mission de faire de la vulgarisation auprès des jeunes. Donc, lui avait demandé à un sculpteur de Portneuf, un monsieur Jobin, de sculpter une cicindelle à grosseur humaine. Waouh! Pour pouvoir montrer les différents aspects, justement, les différentes caractéristiques des insectes. Donc, c'est assez important pour la maison Provencher, la cicindelle. Puis c'est des insectes vraiment super impressionnants, avec beaucoup de couleurs. Puis c'est ça qui ont des très grosses mandibules aussi, là. Donc, ouais. Qui court vite. Ouais, Oui, très ça court super vite. Puis je crois que c'est capable aussi de s'échapper d'ennemis assez facilement. Je me demande si elles sautent pas aussi, si elles sont capables de vraiment se débattre très très vite. Oui, c'est quand même des insectes assez impressionnants à voir aller. Difficile à attraper aussi. Par rapport à sa grandeur, si on fait un rapport de proportion pour la mettre justement comme Léon Provencher avait fait à grosseur humaine, ce serait une des choses qui va le plus vite sur Terre là, dans le monde du vivant. Là, donc, Est-ce que tu te rappelles combien il va? De mémoire, je sais qu'on avait déjà fait un calcul, là, puis ça irait plus vite qu'une Formule 1 si on mettait la cicindelle à grosseur humaine, à cause justement de sa patte postérieure, de ses pattes postérieures. Je sais pas si on peut imaginer ça, là. Si jamais on avait des insectes à taille humaine, à quel point la vie serait vraiment différente, là. C'est drôle que tu parles de ça, parce que moi, on parlait des températures extrêmes tantôt, puis ça me fait penser, puis ça rejoint un peu la vitesse de, comme la championne des températures extrêmes, c'est une fourmi au Sahara. Puis là, je l'ai noté ici parce que je trouvais ça vraiment trop malade, là. Ça va... pour une fourmi, là, à 0,85 mètres par seconde, la fourmi. 85 Fait que pour un humain, l'équivalent, c'est 189 mètres par seconde, ce qui équivaut à 680 km à l'heure. Quand je disais ça, j'étais... Je sais pas fou, à combien va l'humain le plus rapide, mais il me semble que ça doit être en dessous du 25, Usain Bolt qui est loin de là. C'est 9 secondes pour un 100 mètres à peu près, donc... Donc, c'est là, en fait, qu'on voit que les insectes rapportés à la taille humaine, c'est vraiment des insectes... Enfin, c'est vraiment des animaux fous, quoi. Enfin, qui sont hyper adaptés à leur environnement, qui sont capables de faire des choses que même nous, les humains, on ne serait pas capables de faire. Finalement, en fait, je pense que ça mériterait qu'on s'y attarde un petit peu plus sur les insectes, là. On avait une autre question aussi d'un ami qui nous a demandé quel est l'insecte qui vit le plus longtemps? En fait, ce qui a été enregistré le plus longtemps, c'est les reines des termites. Oui. Donc, les reines des termites, là, qui sont des insectes qui se développent... Qui vivent sous terre, dans le bois. Qui vont faire des structures. On a déjà vu ça des fois dans des émissions, des grosses structures de terre et tout ça, là, qui sont... puis la reine peut vivre jusqu'à 50 ans. C'est quand même...
ce qui est quand même assez impressionnant pour un insecte. Là. Un tout petit insecte. Puis plus à l'échelle du Québec, il y a quand même des espèces de fourmis ici qui ont enregistré des longévités entre 10 et 30 ans pour les reines de fourmis. Ce qui est quand même aussi... c'est quand même pas négligeable pour un insecte. Mais c'est sûr. Puis, tu sais, par exemple, les abeilles, les reines d'abeilles vont vivre entre 3 et 5 ans, ce qui est quand même... Mais tu sais, ça, c'est comme des exceptions, parce que, règle générale, les insectes vont avoir des cycles, des vies plutôt assez relativement courtes. courtes. Ouais. Les moustiques, par exemple, qui ont un cycle de vie qui est assez court aussi. Et... Surtout quand on les écrase. Oui, c'est ça. Ben là, au moins, on est sûr qu'on est tranquille. Puis, il y a aussi l'état larvaire, en fait, donc la phase avant l'état adulte, qui peut durer très, très longtemps chez des insectes, notamment chez... alors, j'ai les cétoines en tête, mais c'est pas ça, c'est les cigales. Les cigales, alors, sans dire de bêtises, il me semble que ça peut durer une quinzaine d'années. Ouais, j'avais 14-17 ans selon les espèces. Ouais, c'est ça. Dans l'Ouest canadien, il y a une espèce qui va jusqu'à 17 ans, je pense. Puis, il me semble qu'elles émergent toutes en même temps. Ouais, donc, il y a des millions et des millions de cigales parce qu'elles ont leur cycle de vie qui est en même temps. Et les cigales, elles vivent sous terre. C'est ça qui est incroyable aussi, c'est que ils n'ont pas du tout le même mode de vie, mais ça, on peut le voir quand même chez beaucoup d'espèces d'insectes, notamment la libellule, là où la vie est vraiment dans l'eau. Puis ensuite, elle émerge, donc elle devient une adulte, puis elle vit dans l'air. Je pense je vais te poser une question qui colle un petit peu avec ce que tu fais au sein du MAPAC. C'est pourquoi on a des insectes envahissants au Québec? La réponse la plus courte, c'est clairement à cause de l'activité humaine. En fait, tout le transport de marchandises, le commerce international. Donc, on s'est mis à importer des matériaux de l'Asie, de l'Europe, tout ça, qui viennent souvent sur des palettes de bois qui sont faites de bois de ces endroits-là. Donc, c'est souvent comme ça que les nouvelles espèces exotiques rentrent au pays. Mais après ça, il y a toute la question des changements climatiques, là, qu'on entend parler de plus en plus. Là, Puis, c'est sûr que ces nouveaux insectes-là arrivent ici, puis le climat est favorable à eux. Ils n'ont pas d'ennemis naturels parce que souvent, ils arrivent tout seuls sans leur ennemi naturel. Donc, dans leur pays d'origine, souvent, ces insectes-là ne sont pas tant problématiques ou font des dommages, mais sont relativement contrôlés. Ils arrivent ici, il n'y a personne pour les contrôler. Donc là, c'est là que ça explose, puis que ça devient une espèce qu'on appelle comme une espèce exotique envahissante. Donc, puis il y en a plein, je dirais, à chaque 5-10 ans, il y en a une nouvelle qui est vraiment problématique. Puis, mais tu sais, tout ce qui... Il y en a souvent qui arrivent, mais qui sont pas problématiques ou qui causeront jamais de dommages ou qui vont juste s'éteindre par eux-mêmes. Mais c'est ça, souvent ça arrive, je pense à la Drosophile à LTHT, qui est une petite mouche à fruits qu'on voit fréquemment se développer comme par miracle sur nos bananes qu'on a oubliées sur le comptoir. On n'avait pas ça avant? Oui, la Drosophile sur nos comptoirs, oui, mais la Drosophile à LTHT, elle est arrivée en 2010 en Amérique du Nord. Puis elle, la différence avec les autres Drosophiles, c'est qu'elle est capable de pondre dans des fruits sains. Donc les autres Drosophiles, d'habitude, vont aller pondre dans des trucs justement qu'on a oubliés sur le comptoir ou quelque chose, puis là, qui sont déjà en train de pourrir. Elle va aller pondre dans, par exemple, des bleuettes, des framboises qui sont sains, puis va se développer. Puis là, mettons, en agriculture, nous, ça a été une grosse problématique. Puis c'est encore une problématique actuellement que maintenant on gère puis qu'on s'est habitué. Mais quand c'est arrivé, c'était comme la catastrophe pour les... forcément. Fait que ça arrive quand même souvent. Puis la grille du frein, on entend parler qui est un cas encore plus connu que, tu sais, on a juste à se promener un peu dans les rues puis de chercher des freins, puis la plupart ont des branches mortes ou même que l'arbre est entièrement mort. Pourtant, l'insecte est beau en plus. C'est vraiment un bel insecte. C'est une espèce de bupestrie, si je ne m'abuse. C'est un coléoptère. Avec des super de belles couleurs. On parlait d'iridescence tantôt. Il est métallique. Il est super beau. Mais c'est ça. Moi, je viens du monde de la foresterie. Donc, on a souvent installé des espèces d'arbres, surtout en ville. On met les mêmes espèces d'arbres souvent. Donc, quand on arrive avec un insecte comme ça,
qui s'attaque à cette espèce-là, ben, on la perd au complet d'un Ouais, coup. c'est ça, Là. forcément. Le même problème qu'il y a dans les sociétés d'insectes, on verra plus tard dans On en un autre parlera podcast. tantôt, c'est ça. Puis on peut aussi citer, je pense, 2 espèces d'insectes exotiques envahissantes. Il y a le scarabée japonais, puis la coccinelle asiatique. Je pense que ça, c'est des exemples qui parlent beaucoup parce qu'on en voit vraiment plein. Surtout en ce moment-là, nous, on tourne ce balado en octobre. Et donc là, en ce moment, c'est la folie. Là, il y a vraiment des coccinelles partout. Est-ce que ça fait longtemps qu'il y en a ici Ça, c'est vraiment drôle, la coccinelle. Ben, drôle, c'est pas drôle, faut quand même s'arrange chez vous, mais c'est un cas qui est quand même intéressant parce que la coccinelle asiatique, on a beaucoup de gens qui nous contactent, qui nous demandent bon, tu sais, un peu pourquoi vous avez introduit ça dans les cultures au Québec, puis tout ça, mais en réalité, tu sais, la coccinelle asiatique, c'est les Américains qui ont introduit ça, mais tu sais, dans les débuts des années 1800. Là, c'est un des premiers cas d'introduction volontaire parce qu'il y avait le puceron du soya qui est arrivé ici, puis ils savaient pas quoi faire, fait qu'on s'est dit on va importer aussi son ravageur, son prédateur le principal qui était la coccinelle asiatique. Puis à ce moment-là, les normes n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est vraiment rendu très normé. Si tu veux amener un insecte, il faut valider qu'il n'y aura pas d'impact, tout ça. Mais dans ce temps-là, c'était un peu plus cowboy. On va aller le chercher, on l'amène, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis ça n'avait même pas marché. Ah bon? Non, ça n'avait pas fonctionné. Puis c'est plusieurs années après, voire plusieurs dizaines d'années après, que là, à un moment donné, la coccinelle asiatique s'est mise à exploser. Puis elle fait vraiment du bon travail dans les cultures. Donc, c'est vraiment un allié les agriculteurs. Ils l'aiment beaucoup parce qu'elle mange énormément de pucerons comparativement aux autres espèces. C'est ça que j'allais demander. Y a-t-il des exemples où ça fonctionne bien quand on introduit une espèce? Elle, ça fonctionne bien. Le problème, c'est qu'elle prend la place des espèces, des espèces qui sont indigènes. Donc, puis elle rentre dans les maisons, chose qui n'avait peut-être pas été prévue. Donc, c'est sûr que si on vit en milieu agricole, des années comme cette année où il y a eu quand même pas mal de pucerons dans les champs, ben c'est ça. C'est un peu désagréable d'avoir les coccinelles dans nos maisons, mais c'est pas nous qui avons introduit la coccinelle asiatique. Pour le scarabée japonais, ça, c'est vraiment une espèce qui est arrivée, comme on dit, là, avec le commerce international, puis qui est arrivée aux États-Unis, puis tranquillement... Elle est montée dans les années 30. Oui, c'est ça. Elle a monté du nord, puis là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle continue de monter tranquillement vers le nord. Là, la question, c'est-tu... Elle monte seulement parce que tranquillement, elle se déplace ou c'est les changements climatiques. Donc, avant, il y en avait pas, voilà 10 ans, il n'y en avait pas dans la région de Québec. Là, il y en a à Québec. Là, il y en a, on est rendu qu'il y en a à Charlevoix. Donc, on voit que ça monte. Est-ce que c'est les changements climatiques, le fait que la température est plus clémente? Puis beaucoup aussi que les hivers. C'est beaucoup les hivers qui contrôlent les populations d'insectes ici au Québec. Là, nos hivers sont quand même plus clément. Surtout quand on pense au sud du Québec, il y a des hivers qui fait quasiment pas froid. Peut-être juste envie de voyager, on va le aussi, laisser. Puis je voudrais revenir aussi un petit peu sur cette idée-là d'espèces exotiques envahissantes. Est-ce qu'il y a des espèces qu'on surveille actuellement qui sont pas encore envahissantes, mais peut-être que potentiellement dans plusieurs années, on en aura ici? Il y en a plein. Ah oui, il y en a plein sur le radar. Puis souvent, on a l'avantage qu'ils arrivent souvent aux États-Unis avant d'arriver ici. Ouais. Donc là, il y a le fulgure tacheté qui est comme un désastre aux États-Unis actuellement, qui est une espèce de fulguridé. Puis ça ressemble vraiment à un papillon. Là. On dirait vraiment un papillon, mais qui est plus proche des pucerons, qui est vraiment super beau, comme un peu, on parlait de la grille du soir, c'est vraiment un bel insecte, mais là, qui s'attaque à plein d'espèces d'arbres, plein de cultures aux États-Unis, qui s'est vraiment propagé là, dans les 10 dernières années de façon fulgurante. Puis là, il est aux portes là, du Québec, donc il y a des spécimens qui sont interceptés parfois, morts dans des cargaisons, des choses comme ça qui rentrent au Québec, donc on s'attend à en voir au Québec éventuellement, mais encore là, on ne sait pas vraiment l'hiver, ça va être quoi l'impact sur cet insecte-là. Oui, donc, ça. on a quand même, ça nous sauve un petit peu là, de certains ravageurs. Ça attaque plus les feuillus ou les résineux? Là, c'est le forestier qui parle? Beaucoup les feuillus. OK. Ouais, les feuillus, érables, noyers, vignes. C'est pas seulement une seule espèce qui... Non, c'est souvent les insectes
exotiques qui vont faire beaucoup de dommages. C'est des insectes, bon, la grille du frêne est comme une exception qui est vraiment spécifique, mais souvent, c'est des insectes qui vont être capables de se nourrir de plein de choses, donc qui n'ont aussi pas de limite dans la nourriture. Donc, s'il n'y a pas d'érable, c'est pas grave, je vais aller manger d'autres choses. Un très grand feu. En Europe, on a le frelon asiatique qui est aussi assez envahissante parce que en fait, il s'attaque aux essaims d'abeilles. Donc, ça devient problématique. Puis, j'ai vu sur Internet, alors je suis pas du tout allée vérifier si c'était vrai ou pas, mais que potentiellement, on est allé avoir ce genre d'hyménoptères aussi, donc toute cette famille-là de guêpes, d'abeilles, potentiellement qui allait aussi arriver. Puis, j'ai vu des photos comme quoi ça pouvait faire à peu près la taille d'un pouce. Alors, je t'avoue que moi, ça m'inquiète un petit peu. Je songe à déménager ailleurs, en Antarctique, peut-être, il y a moins d'insectes, là. Il y a aussi une question qu'un ami nous a posée. Ben justement, on parlait des couleurs un petit peu des scarabées japonais et des coccinelles asiatiques. Pourquoi est-ce que les insectes, ils ont plein de couleurs comme ça? Il y a plusieurs raisons. En fait, ça peut être pour l'accouplement. Donc, un insecte qui va être plus coloré, un mâle ou une femelle qui va être plus colorée va être plus attrayant pour le sexe opposé, puis va montrer un certain signe de santé. Par exemple, c'est ça, un insecte qui est plus coloré va être plus en santé, donc un potentiellement meilleur reproducteur. D'accord. On a parlé tantôt du camouflage. Ben, c'est sûr que ça a impacté beaucoup les colorations chez les insectes. Les messages d'avertissement, donc un rouge vif, c'est comme un peu un message « mangez-moi pas ». Comme les Vous allez coccinelles, peut-être avoir mal vous allez peut-être avoir mal au ventre. Il y en a d'autres, on a parlé du vice-roi tantôt, qui est quand même un cas super intéressant d'un papillon qui copie un autre papillon qui est le monarque, qui lui est toxique. Donc, il se dit, je vais copier celui qui est toxique, donc je me ferai pas manger. Donc, c'est ça, il y a plusieurs raisons. Je sais pas, probablement qu'il y en a d'autres que j'oublie, mais c'est ceux qui me viennent en tête. Dans le fond, pour le vice-roi, c'est comme si probablement que le vice-roi avait plusieurs patrons de couleurs, mais qu'avec le temps, les autres se sont fait manger. Dans le fond. Puis il est resté que ceux-là qui ressemblaient beaucoup au monarque. Ça serait mon hypothèse aussi. Ok. Puis, comment expliquer que justement, on parlait de l'iridescence tantôt des insectes, parce que nous, clairement, on les voit, là, les insectes iridescents, et donc on pourrait se dire, bah, ils sont vraiment visibles, donc ils se feraient plus manger. Est-ce que les insectes, ils voient les couleurs comme nous? Non. Non, c'est ça, ils les Non, voient non. pas comme nous. Donc peut-être que ces couleurs iridescentes-là, ça leur permet de se cacher aussi un peu plus dans le décor, j'imagine. Oui, ça peut probablement aussi leur permettre de se faire voir plus par les autres- partenaires les aussi. partenaires, des choses comme ça. Ok. On parlait de la vision des insectes. Il y a déjà eu des photos, je sais pas trop où j'avais vu ça, mais comment, mettons, une abeille voit le monde. Puis Ouais. la coloration nous, on voit une fleur jaune, mais elle, c'est comme dans le spectre des ultraviolets. Ouais, puis c'est ça. Elles c'est- voient c'est- pas de la même couleur. Non, que c'est nous. vraiment. Fait qu'eux, une talle s'ils ont une préférence, une abeille a une préférence pour tel type de fleur, ben, tu sais, la talle de cette fleur-là va comme vraiment Ton se néon, ressortir. là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même vraiment impressionnant la vision des insectes, tous les mécanismes qui sont associés à ça. Il y a une adaptation un peu comme croisée, enfin les plantes et les insectes évoluent en même temps Mhm. pour justement la pollinisation. On va y venir pour la dernière question. Moi, c'est une question qui me touche beaucoup parce que quand on fait des animations, il y a beaucoup d'enfants qui nous disent que les insectes, ça ne sert à rien. Et donc, Pas juste des enfants. oui, et aussi des parents, des enseignants, et puis qui sont vraiment rebutés. Donc, en fait, j'aimerais qu'on finisse par cette question-là pour dire à quel point c'est important les insectes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On peut en parler toute la journée. Vas-y, pas de problème. Ben, en fait, tu sais, je vais commencer par dire, tu sais, les insectes, ils ont tellement des rôles écologiques différents. Tu sais, on parlait de la classification tantôt taxonomique, tout ça, mais tu sais, on peut aussi classer les insectes par, justement, on a parlé des pollinisateurs, les décomposeurs, les ravageurs, les parasites, tout ça. Donc, tu sais, il y a plein de groupes d'insectes qu'on peut regrouper plein de types d'insectes qui n'ont aucun rapport ensemble, mais qui font les mêmes fonctions écologiques. Tu sais, si on pense juste aux décomposeurs, tu sais, sans les insectes, ben, tu sais, dans la forêt, on peut penser à la forêt, tout ce qui tombe par terre est principalement
décomposés premièrement par des insectes, après ça des bactéries, des champignons, tout ça, mais sans les insectes, tout le recyclage de ces éléments-là se ferait pas. Donc, on pourrait imaginer que si on fait une balade dans un boisé, on marcherait sur ça de matière organique morte, Il y aurait des billots de bois partout, non décomposés. Il y a ce rôle-là qui est comme primordial, puis tout ce qui décompose va être utilisé par les plantes pour pour continuer de pousser tout ça. Donc, c'est un cycle qui continue puis qui est comme vital pour l'ensemble, je dirais, des écosystèmes. Puis sinon, les pollinisateurs, ça sert de dire que ça sert à rien, il faut juste regarder ce qu'on mange dans une journée. Tout ce qui est fruits, il n'y aurait pas de fruits. La plupart des fruits qu'on consomme serait juste inexistant s'il n'y avait pas des insectes pollinisateurs. Puis ça, c'est quand même triste parce qu'il y a des endroits dans le monde actuellement où ils n'ont plus assez de pollinisateurs puis qu'il faut qu'ils pollinisent leurs plants à la main. Là. C'est quand même assez problématique. Donc, les pommes, on n'aurait pas de pommes. C'est tout ce qui est pollinisateur qui s'occupe de ça. Donc, c'est ça. Puis même au niveau plus sociétal, les insectes, c'est quand même un des groupes qui est vraiment très utile pour mesurer justement l'impact d'un changement. Par exemple, on fait des projets de recherche, mais on veut mesurer l'impact que ça, mettons qu'une nouvelle culture ou qu'une coupe forestière a. Souvent, on va utiliser les insectes pour voir c'est quoi l'impact de notre activité, parce que les insectes, par leur cycle vital, tout ça, ils vont vraiment répondre vite à une modification dans leur environnement, ce qui permet de détecter des modifications dans l'environnement qu'on ne serait pas capable de voir, par exemple, en utilisant le chevreuil, mettons, ou ça serait vraiment sur plusieurs années, tandis que les insectes, ils peuvent être utilisés comme modèle pour plein de choses. Puis même, j'ajouterais des modèles, même en physique, en génie, on utilise, c'est pas un insecte, mais la toile d'araignée, les propriétés d'une toile d'araignée, la dureté, la quantité de poids que ça peut supporter, c'est utilisé dans plein de domaines pour essayer de reproduire ça, pour qu'on ait des corps plus... Là, je parle des araignées, mais il y en a plein de trucs qu'on a appris des insectes, qu'on essaie de reproduire à notre échelle pour... nous servir, nous, les humains. Donc, je serais pas d'accord avec le fait que les insectes servent à rien. Ouais, moi non plus. Même certains pigments de couleur en alimentation qui sont faits avec des cochenilles. Ça, il faut pas le dire parce que les gens vont arrêter de voir. Le pigment rouge, des cochenilles qui se développent sur des cactus. Là. Puis il y a aussi les lucioles qui sont très étudiées. Il me semble qu'il y avait des projets aussi, justement, pour la voirie, donc tout ce qui est faire des lampadaires, des lumières qui seraient beaucoup plus respectueuses de l'environnement, parce que, on le sait, les lumières, elles attirent beaucoup les insectes. Et donc, ce serait de faire des lumières un petit peu comme plus... bio-acceptable. Je ne sais pas si je peux tourner ça comme ça, mais en tout cas qui attire beaucoup moins les insectes, justement s'inspirant des lucioles, par exemple. Puis aussi, j'ajouterais, les gens qui aiment avoir des oiseaux, les gens qui aiment beaucoup les oiseaux dans leur cour, tout ça, les insectes sont aussi une source de nourriture pour beaucoup d'animaux qu'on aime. C'est une base d'alimentation pour plein de vivants, là. Exact. Si on met des pesticides, tout ça, chez soi, forcément, ça tue les insectes. Et donc, on a beaucoup moins d'autres espèces, notamment les écureuils, les oiseaux qui viennent plus parce que l'environnement est contaminé. Donc, il n'y a plus de source de nourriture. Puis, on parlait des pollinisateurs. Dans l'imaginaire collectif, les seuls pollinisateurs qui existent, ce sont les abeilles. En fait, il y en a beaucoup plus. Je pense que les guêpes pollinisent un petit peu. On a les papillons, on a les bourdons, qui est un pollinisateur aussi beaucoup plus important que l'abeille classique. J'aime pas dire ça, mais voilà. Donc, c'est ça, en fait. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour nous avoir expliqué tous les rôles de ces insectes. Moi, j'ai appris plein de choses, je sais pas toi, là. C'est super intéressant. Je sais pas si on avait quelques petits fun facts à rajouter un petit peu pour terminer cet épisode. Des fun facts? Ouais. Si on a noté des petites choses pendant... J'ai tout passé les miens, je pense.
On a parlé des milieux extrêmes. Moi, un des Ouais. trucs qui m'intéresse beaucoup, c'est les insectes qui résistent à la radioactivité. Fait que ça, Ouais. je pense que c'est quand même, si les gens s'intéressent aux milieux extrêmes, puis les insectes, puis de faire peut-être, vu on arrive à la fin du podcast, peut-être de dire qu'il y a vraiment des trucs intéressants à apprendre sur la capacité des insectes c'est ça, à survivre. On a parlé de quelques milieux, mais la radioactivité, c'est quand même impressionnant de savoir qu'un insecte peut survivre à des taux de radiation qui sont facilement mortels pour nous. Pour nous. C'est incroyable. Puis ça me fait penser à... Bon, c'est pas un insecte là, mais le tardigrade, par exemple, qui... Moi, je suis fan des tardigrades. Pascal le sait, ce que je fais qu'en parler là, mais ça peut résister au vide extrême, ça peut résister à des températures presque proches du zéro absolu, puis des températures qui sont très élevées. Ça peut rester dans le vide pendant je ne sais pas combien de temps. Et on a Mais envoyé c'est- dans l'espace Non, pour mais- survivre. Ouais, il y a C'est des fou, quand même. capacités d'adaptation folles. Là, tu sais, Vraiment. de se dire qu'on est en haut de la chaîne, des fois, il faut relativiser les choses. Là. Parce que nous, on n'est pas capable de vivre dans le vide, Non. ça c'est Je sûr. pense pas. J'essaierai pas. Non, Ça non. c'est sûr. Puis moi j'avais noté autre chose aussi. On en a parlé un petit peu là, mais les seuls lieux où il n'y a pas d'insectes, c'est les océans, ou peut-être qu'on les a tout simplement pas découverts. Peut-être que dans les fosses abyssales, on a des océans, des insectes qui sont cachés. Qui sait? On ne sait pas. Puis, c'est ça, les études montrent qu'il y a 80% de tous les êtres vivants sur Terre qui sont des insectes. Donc oui, ça mérite qu'on s'y intéresse un petit peu plus, en tout cas. On aura un autre épisode aussi sur les sociétés d'insectes, justement. Donc, on va pouvoir un petit peu élargir le sujet. Je voudrais juste prendre le temps de remercier tous les gens qui ont collaboré à ce balado. Donc déjà, nos amis qui ont posé les questions, donc les enfants, on a Rose, on a Loïc, Thomas, Emma, Cataléa, Louis et Jules. Et ce balado n'aurait absolument pas été possible sans la collaboration financière, la contribution financière de la Ville de Québec. Donc merci à eux. On remercie aussi le studio Coupé qui nous permet de tourner ce balado. Puis aussi le Jean-Philippe qui a été là, puis le MAPAC. Merci C'était vraiment beaucoup. plaisir. C'était vraiment plaisant. Puis bravo aux enfants qui ont posé les questions. C'est vraiment des questions super intéressantes. Ils ont des très très bonnes questions, Mhm. puis on espère en tout cas que ça vous a plu. Puis peut-être qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode de Curieux par nature.